à ceux qui sont encore sceptiques? Écoutez, on ne peut pas faire en sorte que les gens ne soient pas sceptiques. Vous savez, toutes les grandes œuvres qui ont été engagées, au début, suscitent un scepticisme. C'est pourquoi qu'elles deviennent grandes d'ailleurs. Si les gens y croyaient naturellement et pensaient que c'était facile, il n'y aurait pas de problème au finish. Mais on ne commence à qualifier de grande œuvre une chose que quand elle est terminée. Et parce qu'au départ, les gens étaient là dans le doute. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et un paradoxe d'ailleurs que les gens aujourd'hui trouvent à redire par rapport à la cadence et au rythme. Il y a quelque temps, vous vous souvenez, quand le Premier ministre Aminata Touré est arrivé, on reprochait fondamentalement au gouvernement de ne pas aller vite alors qu'il y avait des urgences. Elle-même avait compris et avait inventé accélérer la cadence. Oui. Et le Premier ministre actuel vient dire on travaille. Ça veut dire que la cadence a été engagée, il travaille à maintenir le rythme. On ne peut pas nous reprocher aujourd'hui d'avoir fait ce que nous avons promis aux Sénégalais. Ça, c'est un fait. Et en plus, il y a un autre. Vous savez, quand il y a des priorités partout, que les demandes sont partout, quel que soit le secteur que vous considérez dans le pays, la demande des Sénégalais est pressante. Elle ne l'est pas aujourd'hui, elle l'est depuis des temps. Je voudrais simplement prendre un exemple. Prendre un exemple précis, qui nous préoccupe d'ailleurs, et préoccupe les Sénégalais. L'énergie électrique. L'énergie. Il y a encore un problème. Oui, il y a un problème. Je voudrais quand même, si vous permettez, faire une petite historique. Il faut savoir que dès l'installation de la première alternance, en l'occurrence Abdoulaye Wade, quelle était la situation du Sénégal? Cette situation était claire. Nous avions à l'époque à faire face à une privatisation récente de la Sénélec entre des entreprises françaises et québécoises. Hydro-Québec. Vous vous souvenez? Oui. Abdoulaye Wade, dès qu'il est arrivé, a dit ce secteur-là, le travail qui a été fait est mauvais. Et en plus, on soupçonnait des malversations et une privatisation non orthodoxe. En tout état de cause, ce qui s'est passé, on a annulé la privatisation. Le président de l'époque promettait une nouvelle privatisation dans les 5 ans à venir et des investissements massifs pour combler le retard qui a été constaté dans la production énergétique au Sénégal. Parce que le premier problème auquel on fait face dans ce domaine, c'est la production électrique. Le deuxième problème, c'est le réseau de distribution de l'électricité. De ces deux choses, à la sortie du deuxième gouvernement de l'alternance en 2012, nous n'avons pas beaucoup avancé. Sur à peu près un peu moins de 500 MW qui étaient disponibles à départ des socialistes, on a à peine ajouté 200 autres mégawatts. Si bien aujourd'hui, je pense que la puissance globale, peut-être je me trompe à quelques chiffres près, est de l'ordre de 700 MW disponibles pour l'ensemble du Sénégal. Il y a un déficit qui est énorme de ce point de vue-là. Ce qui explique parfois... des coupures d'électricité. Et qui explique également ailleurs, expliqué par ailleurs par la défectuosité du réseau, d'une certaine manière. Donc le régime actuel a fait face à deux problèmes essentiels. La mise en place d'un dispositif de production conséquent, mais également une production de qualité et à un prix acceptable pour les Sénégalais. Et ce que le président de la République a compris heureusement, c'est qu'il fallait avoir résolument une option de mix énergétique qui permettrait au Sénégal d'inverser la courbe infernale de la production énergétique, qui fait que le fuel lourd, le diesel et autres produits dérivés du pétrole occupent plus de 80% et 90% d'ailleurs de la facture de la production énergétique au Sénégal. Il faut inverser la courbe. En quoi faisant? En mettant en place des produits de production d'énergie qui ne soient pas de pétrole, mais qui soient d'autres produits. En l'occurrence, le charbon. Il y a une centrale qui est en construction à Sendou, qu'on appelle Sendou CSE, Sendou 1, qui sera prête, je crois, en 2015. Même, je suis certain qu'en 2016, au moins. Cette production de 125 MW permettra au moins, dans un délai rapproché, d'acheter le produit qui sera disponible sur cette centrale à 65 francs le kilowattheure. C'est quand même formidable. Il devrait y avoir également de l'achat, l'importation de gaz de la Mauritanie pour produire l'électricité. Le kilowattheure devrait être disponible à 100 francs CFA. C'est quand même magnifique. Il devrait y avoir également de l'éolienne, à Taïba Ndiaye, etc., etc. Les centrales qui sont prévues, Boutout, Taïba Ndiaye, Toben, Sendou 1, probablement Sendou 2, avec une société coréenne, mais qui ne fait pas partie du programme 2014-2017 encore. Probablement, on va arriver à inverser d'ici 3 ans
totalement la courbe de production d'énergie Sénélec. Et in fine, impacter sur le prix de l'électricité. Exactement. Oui. Mais en plus, c'est que les engagements du gouvernement ne s'arrêtent pas là. Le gouvernement s'est engagé sur un vaste programme de construction d'autoroutes de transport de l'énergie électrique. Je cite ici la ligne qui va partir de Mbour, Fatick, Kaolack, et qui va sécuriser le transport de l'énergie produite à Kaoun et qui va le rendre plus disponible et également réduire toutes les pertes sur cette ligne-là. Je cite également la ligne Kaolack, Tambacounda, Kolda et ensuite Bakel. Sans compter les autres lignes qui vont aller à Ziguinchor. Tous ces investissements qui vont tourner autour de milliards seront disponibles au plus tard en 2017 de ce point de vue-là. Donc si vous combinez ces deux facteurs, vous vous rendrez compte que quelque chose d'extraordinaire vient d'être fait ou sera fait dans les 2 ans ou 3 ans qui permettra au Sénégal aujourd'hui, et ironie du sort, de rompre avec la dictature du pétrole, et ironie de l'histoire, je dirais bien, au moment même où on annonce des découvertes de pétrole au Sénégal. Avec des espoirs mesurés, mais des espoirs quand même. C'est quand même quelque chose qui est important, et il faut le dire, et il faut le mentionner. D'accord. Le problème que nous avons par rapport à ces jugements, c'est qu'au fond, souvent dans notre pays, on considère dans le débat public que l'opinion à elle-même vaut pour dire les choses. Autrement dit, l'opinion est nécessairement un argument. Ce n'est pas ça. Une opinion ne peut pas valoir argument. Une opinion, elle vaut simplement pour celui qui l'exprime. J'y adhère comme je peux refuser. Oui. L'opinion de Omar Nying, journaliste, ne vaut pas plus que celle de Négé de la Sénélec. Absolument. Celle de la Sénélec ne vaut pas non plus que celle de Omar, à condition toutefois qu'il y ait des faits qui permettent de dire l'un a fait une opinion, a émis une opinion par rapport à ces faits-là, et l'autre a émis une opinion in abstracto, qui ne réfère à rien du tout. Alors, toujours dans ce même cadre, hein, des opinions, je donne l'exemple de l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, souhaité par le président de la République lors de sa tournée économique dans le nord du pays. C'est une ambition légitime au regard des 200 milliards, je crois, qu'on injecte dans le secteur pour nourrir pratiquement tout le Sénégal en important ce produit. Mais là aussi, vous entendez des gens qui sont des réfractaires qui disent que bon, ce n'est pas possible. Je ne peux pas considérer que c'est des réfractaires. Ils sont plutôt dubitatifs en disant, j'en ai eu d'ailleurs avec 3 arguments qui ont été avancés pour fonder une opinion qui, de point de vue, en tout cas là où je l'ai lu, sont assez lapidaires dans leur façon d'être énoncés. Premier argument, les surfaces emblavées, si elles ne sont pas augmentées à un niveau temps, ne nous permettront pas d'atteindre l'autosuffisance alimentaire telle qu'il est fixé par le président de la République. Mais enfin, on oublie quand même qu'il y a possibilité de porter les surfaces emblavées à des niveaux supérieurs à ce qu'elles sont aujourd'hui. 100 000 hectares à peu près. Tout qu'on fait dans la vallée. On ne parle pas du riz des plateaux. Dans mon département et dans ma région naturelle, qui est le Nyombato, je vous dis, aujourd'hui, les gens sont presque, pour certains, autosuffisants en riz. Ils n'achètent plus le riz. C'est les néricas qui plantent sur la plaine et ça donne des résultats extraordinaires. Malheureusement, cette année, avec la pluie qui s'est installée tard, je crois le riz de 90 jours de cycle ne pourra pas atteindre les résultats escomptés. Mais enfin, pour répondre directement, les arguments qui sont avancés de ce point de vue-là ne tiennent pas compte des engagements de l'État et notamment, je les invite à lire attentivement ce que j'ai fait personnellement. Le document qui a été produit par le ministre de l'Agriculture, qu'on appelle le PRACAS. C'est un document d'accélération de la cadence de l'agriculture. C'est un document sérieux, argumenté, scientifiquement réfléchi. Dès lors qu'on projette une opinion qui paraît être une opinion d'opposants, en tout cas de non-partisans, sur une analyse scientifique, parfois ça pose un problème. Parce que c'est le cas, hein? Dans bien des cas, c'est le cas, oui. Malheureusement. Je donne un exemple précis. Je donne la preuve de ce que j'ai dit. J'ai lu une déclaration de l'ancien Premier ministre Idriss Seck. Je le cite comme ça, je vais en citer d'autres. Où il dit, autant dire aux Sénégalais tout de suite
que le PSE ne réussira pas. Parce que le président de la République et le gouvernement comptent essentiellement sur la France pour la mise en œuvre de ce PSE. Or, la France a énormément de problèmes chez elle. De mon point de vue, ce n'est pas une simple critique, mais je pense que ce n'est pas un souhait, qu'il m'excuse de le penser ainsi. Parce que je le connais suffisamment pertinent et intelligent. S'il avait lu les documents du PSE tels qu'élaborés et conceptualisés, et en même temps lu les résultats qui sont issus du groupe consultatif de Paris, il comprendrait que dans la mise en œuvre, il y a deux groupes essentiels de partenaires techniques et financiers, les bilatéraux et les multilatéraux. Les multilatéraux apportent plus de fonds que les bilatéraux. Si vous faites les multilatéraux, je crois, sont presque à 52-54%. Les bilatéraux sont un peu moins à 40 et quelques pourcents. Et sur les bilatéraux, la France n'apporte pas plus de 5%, comparé au Canada, aux États-Unis et aux autres. Voilà qui fait donc que cette analyse, ou cette déclaration, n'est pas fondée sur des faits. C'est plus de l'opinion qu'autre chose. Et ce qui est parfois le mal du débat public au Sénégal, malheureusement, c'est que c'est un débat public où on charrie beaucoup d'opinions, où on tient moins compte des faits. Mais en tenant compte des faits, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui, qui sont extrêmement importantes. Que dans le PSE, quand j'observe le président de la République à l'œuvre, Macky Sall, et quand je l'écoute en Conseil des ministres, ça me rappelle un peu Santiago, le berger de Paulo Coelho. Si vous avez lu ce roman de Coelho, le jeune berger Santiago qui rencontre l'alchimique et qui va à la découverte d'un trésor caché au pied des pyramides. Cette histoire a permis à Santiago de découvrir son être, ses capacités et ce qu'il veut faire. Et Paulo Coelho dit, la seule obligation qui incombe à tout être, à toute personne, c'est de construire sa légende personnelle. Et à travers le PSE, en construisant sa légende personnelle, c'est une réalité sur la base de faits, le président fera faire des pas de géant au Sénégal. Et c'est le plus important dans cette affaire-là. Il y a un changement de paradigme notoire dans cette option politique. Et ce changement de paradigme notoire se vérifie à travers la conception que nous avons de notre agriculture, la conception que nous avons de la transformation du capital humain au Sénégal et la conception que nous avons du processus d'industrialisation. Un exemple type, c'est ce que nous venons de faire à Diamniadio. Le fait de concevoir Diamniadio comme un pôle urbain qui va amorcer le développement économique du Sénégal, pas de Dakar, mais de l'ensemble de la région, est déjà une approche qui est différente de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Il arrive dans l'histoire que des gens comprennent les enjeux qui sont attachés à leur fonction, mais soient de plus méthodiques dans la façon de conduire leurs responsabilités et soient également humbles par rapport à cette façon de faire. C'est la chance que nous avons aujourd'hui. Je ne le dis pas parce que simplement je suis un membre d'un gouvernement, je participe à une équipe. Je vis parce que c'est la réalité des faits que nous vivons aujourd'hui. Mais est-ce que le problème du président aussi n'est pas dans la communication autour de ce grand chantier, le PSE? Parce que lui-même, on le voit tout le temps expliquer devant ses camarades de parti, devant des membres même du gouvernement. Ce PSE-là, il n'est pas porté, si on veut le dire comme ça. Je veux dire, il aurait plus fallu plus d'engagement au niveau de l'État, du gouvernement, du parti du président de la République. Lui, on le voit à chaque fois expliquer et véritablement, c'est comme pour dire que, bon, vous avez une mission, c'est de communiquer autour de ce grand projet et vous ne le faites pas. Oui, mais voyez-vous ce que vous faites? C'est vraiment que vous êtes un journaliste. C'est l'opinion que vous avez émise, un jugement de valeur. Regardons sur ce jugement de valeur si l'opinion est conforme aux faits. Le président de la République a expliqué en Conseil des ministres qu'il est allé à l'étranger, il a rencontré un Sénégalais. Le Sénégalais est venu lui parler de la politique économique du pays à un niveau de connaissance et de maîtrise des choses que lui-même ne soupçonnait pas. Et quand il a posé la question à ce Sénégalais, mais où vous avez compris et su tout ça? Il a dit, Monsieur le Président de la République, ma première source, c'est le communiqué du Conseil des ministres. Oui. Mes sources secondaires, c'est les différentes communications officielles.